Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler des pensées en arborescence et du lien qu'on peut faire avec l'écriture. Si vous êtes comme moi, attaché à l'écriture, que vous aimiez composer des textes, que ce soit même des poèmes dans tout domaine varié, même si ça ne concerne pas forcément le domaine de la publication, mais que c'est purement personnel, que c'est une conviction intime qui vous pousse à écrire sans forcément avoir de raison valable de le faire, je vous invite à y rester et cela peut même faire de vous de futurs écrivains, qui sait. Donc les pensées en arborescence, selon moi, c'est un concept notamment utilisé en psychologie sur des personnes souffrant de TDAH. J'utilise volontairement le mot souffrir parce que selon la façon dont on va l'utiliser, tout comme un outil, cela peut porter à la fois des qualités et des défauts, des inconvénients, voire des préjudices. Et quand on a un TDAH, on a l'inattention, l'hyperactivité, selon les personnes. Et surtout l'inattention, parce que ça va influer notamment sur notre travail et sur notre façon de composer les choses. Je vais vous énoncer d'abord les qualités, puisque je trouve qu'une personne TDAH, elle a vraiment cette inventivité, cette capacité à imaginer, à avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, d'une multitude de facettes possibles. Et je vois vraiment cet aboutissement, cette élaboration de pensée comme une boule à facettes. Une personne TDAH, contrairement à une personne dite normale, normopensant, elle va faire appel à ses sens. C'est-à-dire qu'une phrase, un mot, va avoir dans son monde intérieur une complexité beaucoup plus développée que pour une personne normale. Si par exemple moi je dis bleu, intuitivement je vais avoir une image d'extraterrestre qui va ensuite faire référence à des vies antérieures et forcément que les idées les unes après les autres n'auront pas forcément de lien logique d'un point de vue objectif, mais intérieurement, chaque sensation, chaque toucher, la façon dont je vais aussi retranscrire ce que je vois, ça va créer quelque chose de rationnel, mais d'un point de vue purement subjectif, forcément. Et c'est pour ça qu'on dit penser en arborescence. Ces pensées en arborescence, pour la plupart du temps, elles vont être fragmentées, avec un début, une fin, où le milieu reste assez vague. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Et donc le premier conseil que je voulais vous dire, c'est d'avoir un brouillon. Pourquoi un brouillon? Parce que quand on est une personne qui a beaucoup d'idées, mais qui ne savent pas forcément les structurer, ni quand les mettre, eh ben, je vous conseille de déjà mettre en formule tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous aimeriez développer, que ça soit par rapport à vos personnages, par rapport au lieu. Si vous voulez par exemple préciser la description d'un personnage par rapport à un autre, la façon dont il va évoluer au cours du roman, même les chapitres, la façon dont tout le roman va influer par rapport au comportement du lecteur, tout ça, c'est à prendre en compte. C'est des paramètres qu'il ne faut pas négliger. Et quand on est une personne qui est assez désordonnée, excusez-moi de l'expression, mais je pense que dans notre esprit, c'est à peu près ça. Certes, on a cette capacité à avoir 1000 idées à la seconde, mais en même temps, si on n'a pas ce support qu'est le brouillon, je pense qu'on file à notre perte. Déjà, l'outil du brouillon va nous servir à nous calmer, à inspirer, expirer. C'est bon, on est capable de le faire, il faut juste qu'on ait un minimum de maîtrise sur nous-mêmes. Et là, je parle de maîtrise parce que généralement, on est happé par nos idées, on est happé par l'énergie, et cette énergie, on doit la canaliser à bon escient. Et deuxième conseil, je vous conseille d'avoir une structure régulière. Parce que le risque, en tout cas quand on est une personne TDAH qui avons des projets, c'est de les abandonner sur le long terme. Donc déjà, ayez au moins un objectif à atteindre qui est assez réaliste. Par exemple, d'ici 2 mois, 3 mois, j'aurai terminé mon livre. D'ici 1 an, j'en aurai publié 2, 3. Il faut que ça soit réalisable et il faut que ça corresponde aussi à votre quantité d'énergie. Est-ce que en temps normal, vous êtes débordé d'énergie ou au contraire, vous avez un seuil de tolérance qui est assez limité. Ça aussi, c'est à le prendre en compte. Et ne le négligez pas. Et surtout, ménagez-vous et essayez d'avoir des pauses parce que je pense que c'est essentiel et ça permet au cerveau un peu de se déconnecter. Je sais que certains vont laminer les normaux-pensants et surtout des écrivains qui ont un mode de pensée assez linéaire avec la majorité d'entre nous. Mais sachez bien que eux, contrairement à nous, malgré le fait qu'on soit créatifs, qu'on sorte un peu de la norme, et c'est ce qui fait que notre récit peut être un peu plus riche, ils ont quand même la structure, ils ont quand même la régularité. Eux, ils ont
un calendrier avec des dates, avec, des points clés, avec des mots aussi qui vont pas se laisser décourager par leurs émotions. Et ce que je tenais à dire, c'est que les émotions, ça ne nous caractérise pas. OK, sur le moment, c'est douloureux. Le fait d'être flemmard, de commencer à avoir cette procrastination parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez suffisant à écrire, on n'est pas légitime, et je vois par-dessus là le syndrome de l'imposteur. Essayez d'écrire toutes ces émotions-là qui vous passent par l'esprit. Essayez d'écrire avec précision, de mentaliser toutes vos réactions par rapport à ça. Et au moins, je dirais que le 50% du problème est résolu. Et donc, je pense que les 50% restants, ça va être de vous canaliser, de vous reposer. Le repos, c'est essentiel. Et les normopensants le savent extrêmement bien puisque le font par nature. Nous, je dirais qu'on est forcé à le faire parce qu'on a cet empressement pour essayer de faire des choses le plus vite possible. Sauf que ça marche pas comme ça. Et je dirais que ça atténue encore plus notre créativité. Sur le long terme, c'est catastrophique. Si je devais un peu conclure ce que j'ai dit pour cet énoncement-là, les normopensants vont avoir un avantage sur le long terme et des personnes neuroatypiques vont avoir cet avantage sur le court terme parce qu'elles vont être régies par leurs émotions, par leurs impulsions. Alors que les normopensants un peu plus structurés mentalement, avec cette vision à long terme, vont vraiment avoir cet objectif et vont le parcourir avec brio. Et c'est pour ça que je vous conseille de vous mettre à la place d'un normopensant en essayant un peu de réduire votre énergie pour avoir cet effet à long terme qui va faire que vous n'allez pas être découragé par vos émotions et par des tons impartis, par peut-être quelque chose de surprenant qui va un peu heurter votre quotidien. Et je sais que à certains moments, on peut vite décrocher. Moi, je l'ai fait pendant presque un an. C'est extrêmement récent où j'ai commencé à continuer la suite de mon récit qui s'appelle Le début d'un émoi. Et maintenant, ce que je regrette, c'est que j'aurais dû continuer malgré ces moments de doute, mais non, j'ai arrêté. Au moins, ça me servira de leçon et cette fois-ci, croyez-moi, je vais pas lâcher. N'oubliez pas, le plus dur, c'est de commencer. Et une fois qu'on est immergé en plein dedans, c'est dur de décrocher. Vous voyez le paradoxe pour une personne TDAH? Et essayez de respirer un bon coup, faites votre tri intérieur et lancez-vous, même si le résultat que vous vous attendiez finalement n'est pas l'effet escompté. Ça peut se comprendre, mais sachez que c'est en expérimentant, c'est en ayant des erreurs que ça enrichit ce que vous faites. Et que la prochaine fois, vous vous direz: «Ok, j'ai fait cette erreur, maintenant, je ne me permettrai plus de le refaire». Et ça forge le caractère, je pense. Autre conseil, la règle des 5 minutes. Posez-vous, ménagez-vous, mettez-vous dans un endroit calme. Ce que je peux faire, en tout cas le constat, c'est que bon nombre d'entre nous pensions qu'il faut avoir une pratique de l'écriture pendant 2-3 heures par jour. Je pense que c'est l'idéal, quand on n'est pas surchargé, quand on n'a pas forcément de travail, on est libre, on n'a pas d'amis, et cetera. Bon, ça c'est dans mon cas, hein, donc moi je vais pas avoir ce prétexte. Mais pour des personnes qui ont un travail, qui, ont une famille, et cetera, je peux comprendre que ça soit extrêmement difficile de se ménager ce temps-là et d'avoir, le moral à 100 focalisé sur cette activité. Essayez au moins de faire 10-20 lignes. C'est mieux que de ne rien faire déjà et qu'elles soient mûrement réfléchies, qu'une page ou 2 pages, en tout cas qui soient construites de manière un peu plus, brouillon ou fouillis, sans forcément une qualité narrative, très séduisante. Et de constamment, se poser ces fameuses questions: «Et si j'avais fait ça? Et si c'était comme ça?» Au moins comme ça, vous n'avez pas de doute, vous les matérialisez. Le plus important, c'est la matérialisation de vos pensées. Mettez-les dans un support cohérent qui vous parle. Autre conseil, si vous êtes à l'aise avec le numérique, mais forcément, allez-y. Vous n'allez pas, écrire sur une feuille avec un stylo si ça vous dérange et je peux comprendre que certaines personnes, surtout qui sont hyperactives, qui ont un TDAH, elles peuvent pas rester pendant 1 heure avec une feuille de papier, un stylo parce qu'elles vont se décourager très vite. Elles vont se dire qu'elles sont même pas capables d'écrire, alors que c'est juste une question de support. Si elles sont beaucoup plus à l'aise avec, des téléphones, que ça soit tactile et je peux comprendre aussi, la satisfaction et l'effet un peu plus, moins anxiogène du stylo. Peut-être que ça peut évoquer certains souvenirs négatifs par rapport à l'école, le fait de rédiger des dissertations, je peux comprendre que ça soit un cauchemar pour certains. Moi aussi, j'ai un peu des remontées là qui me reviennent, des souvenirs pas très agréables.
et quand on écrit à l'ordinateur, il y a vraiment cette sensation de fluidité, au niveau tactile, qui moi m'émerveille, chaque jour et c'est pour ça qu'une fois, que j'aurai, tout écrit, que j'aurai mis mes idées en place, je le referai par ordinateur pour conclure. Donc moi, je fonctionne avec les 2 outils. Pour commencer avec la feuille, le stylo et ensuite pour, rédiger, pour avoir, alors là, je pense que c'est hyper essentiel, mais, je vous conseille aussi de le voir par, IA en ce qui concerne les rédactions pour qu'il y ait aucune faute d'orthographe parce que, l'orthographe et moi, c'est ma bête noire. Ce conseil, il reprend, l'autre que je vous avais dit, qui est de garder toutes vos idées. Même si vous avez de longs monologues et qui sont assez incompréhensibles comme un long parchemin, ne négligez pas la valeur de votre contenu. Peut-être que plus tard, vous pourrez vous dire: «Tiens, ce morceau de texte, peut-être que je ne vais pas le réutiliser entièrement, mais en tout cas, je vais me servir de ça pour un prochain livre». Qui sait? Il n'y a pas que des effets négatifs, il y a des avantages à avoir ces pensées en arborescence. Déjà, au lieu d'aller à l'essentiel, on va avoir une imagination débordante, un flot de pensées, comme une sorte de carte GPS. Ces pensées en arborescence, elles vont faire que on a un plan A, on a un plan B, ensuite on a un plan C, un plan D. Et notre monde intérieur, en tout cas ce que l'on a accès, est beaucoup plus considérable que la moyenne. Mais si c'est mal canalisé, c'est ce qu'on va appeler le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire qu'on veut tellement bien faire les choses, d'où ce perfectionnisme que beaucoup d'écrivains ont et qui va les empêcher de briller, d'exploiter leur vrai potentiel, parce qu'ils vont se dire que je préfère que ça soit tout blanc, soit tout noir. Si c'est gris, je n'en veux pas. Et je pense qu'on a tous cette optique, surtout quand on a un trouble de la déficience, concernant l'attention ou l'hyperactivité ou même les deux, mais ça concerne beaucoup plus l'inattention parce qu'on va se dire que ce côté perfectionniste, on doit l'avoir, on doit le surenchérir pour nous permettre d'arriver à nos fins. Et si l'on n'a pas, vaut mieux ne rien faire parce que sinon on va utiliser une énergie qui ne servira à rien. Et le fait d'utiliser ce potentiel gâché, ça va nous rendre encore plus envieux, encore plus en colère contre nous-mêmes. Ce que va apporter les pensées arborescentes dans ma phase de rédaction, ça a été le fait de me remettre en question constamment sur les personnages, que ça soit leur prénom, leur date, leur histoire. Et l'anecdote intéressante concernant le personnage d'Angelin, qui est en réalité Azura, qui a grandi avec son second prénom sans connaître son passé, c'est que je me suis dit que c'était intéressant d'explorer la piste de l'identité, le fait d'oublier sa mémoire, d'oublier qui l'on est en réalité. Et cette pensée en arborescence a fait que, tiens, j'ai eu ce déclic de me dire qu'il fallait pas seulement explorer son passé en tant qu'humain, mais plutôt son passé à travers les mémoires transgénérationnelles, à travers ses vies antérieures. Donc là, je me suis dit, ça serait hyper intéressant de faire d'une histoire entre guillemets normale un véritable référencement au niveau temporel, quantique, qui entremêle diverses périodes, que ça soit des temps plutôt antiques avec la colonisation, la monarchie, le fait d'avoir un roi, des peuples, des esclaves, etc., jusqu'à une période technologique très avancée où la conscience spirituelle, elle commence à évoluer, elle est en interaction constante avec l'environnement. Ces datations différentes vont brouiller l'esprit du spectateur. En tout cas, c'était mon objectif à moi. En tant que lecteur, quand on va lire mon histoire, on va se dire: «Ah oui, là, je suis tombé où? Je suis tombé dans quel genre de période? Quand?» parce que des éléments historiques vont un peu s'incruster, dans le récit de manière assez aléatoire, ce qui va faire que dans l'esprit du spectateur, il va être, vraiment dans un questionnement, très existentiel de qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que notre rapport à l'existence, au monde physique, au monde invisible? Parce qu'il y a quand même, le sujet qui se traite en tout cas qui traite de la spiritualité, qui est assez nécessaire à mon sens. Et j'ai incrusté à peu près toutes mes passions dans ce livre, à part, pour les transports en commun parce que, ça n'existe pas dans cette histoire de fiction, mais par rapport au phénix, à la fantaisie, à la science-fiction, tout ça je les ai mis et je le parle vraiment à cœur ouvert. Ça n'aurait pas pu être possible, à mon sens, sans ces pensées arborescentes, parce que je n'aurais pas fait de lien avec le subliminal, avec l'invisible, avec toutes ces choses qui nous dépassent en tant qu'humains. J'y vois vraiment l'occasion de rendre hommage à qui je suis à travers,
des aspects positifs comme l'imagination, cette capacité d'analyse, mais aussi mes défauts, mon irritabilité, mon instabilité émotionnelle, le fait que je peux remettre en question constamment, tous les jours, mes qualités. Et ce livre, je dirais, pourrait même être un autoportrait de moi parce qu'il représente vraiment ce côté désincarné, cette fascination pour l'au-delà, pour tout ce qui est récit. Disons que je suis beaucoup plus intéressé par mon monde intérieur, par ce qui se passe d'actualité, donc je dirais que je suis vraiment détaché de tout ça, de toute cette matérialité-là. Et vraiment oui, c'est excellent, comme remarque en tout cas que je viens faire, c'est que ça peut être un autoportrait. Et quand vous écrivez un livre, bah, pensez que toutes les caractéristiques de vos personnages représentent une facette de vous, alors forcément peut-être plus exagérée, qu'à l'accoutumée, mais qui fidèlement retranscrit, je dirais un comportement que vous avez consciemment ou inconsciemment. Et les pensées arborescentes vont beaucoup plus détailler, je pense, le comportement, les émotions, les sensations que doivent éprouver vos personnages. Elles vont vous vraiment les mettre en relief. Comme si vos personnages, c'était, des cubes en 3D, voire en 5D, qui explorent un peu toutes les facettes de son humanité. Que ça soit l'enfance, les traumatismes, les lignées, le rapport avec, le personnage principal ou le héros, l'antagoniste et cetera. Les pensées en arborescente vont vraiment essayer de rejoindre et de mettre en commun tous ces personnages-là qui peuvent en apparence être différents. Et c'est pour ça que dans mon récit, je ne sais pas si c'est propre à ma conception, mais je vois pas forcément l'intérêt de mettre un seul personnage comme le héros principal, mais plutôt d'intégrer tous mes personnages comme des propres en tout cas comme des propres personnages principaux qui vont avoir leur histoire, qui vont avoir leur mode de définition de ce qu'est la bravoure, de ce qu'est l'injustice et cetera. Alors forcément, il y aura 2 personnages qui seront beaucoup plus présents, qui seront Azura et Marc, mais en tout cas, c'était de ma volonté pour ma part d'intégrer des personnages secondaires, de leur donner une voix, une parole, comme par exemple Rosa, Karl, qui est un seigneur assez méchant, assez cynique dans le début de l'histoire, mais qui au fur et à mesure a une raison bien propre à lui de devenir comme ça, puisqu'il le fait par obligation, par nécessité. Et des personnages un peu plus antérieurs qui vont habiter dans une époque révolue, donc dans le passé, qui vont faire référence par exemple à Wendy, Ia, Nata et Lin, qui vont être les premiers fondateurs de l'intra-terre, ce que je vais appeler une terre créée de toutes pièces, qui vont servir de décor aux personnages, à leur évolution, à leur parcours. J'y vois dans ce récit intérieur une piste anthropologique, une façon de décrypter l'humain grâce à l'imaginaire et aux pensées arborescentes. Les visions de Nick et Eric vont beaucoup plus être mis en avant et je me fais la réflexion de est-ce que ça serait bien d'y faire une partie 2, enfin en tout cas un second livre qui raconte la suite, du périple du prince et du valet, pour cette fois-ci mettre un peu plus l'accent sur certains personnages que j'ai pas forcément pu développer dans le premier livre et qui, je dirais mettre un peu plus, d'équilibre concernant les personnages un peu plus sollicités dans la première partie. Je pense particulièrement à Mariam, à Lavinia, qui est un personnage qui apparaît vite fait dans l'enfance d'Azura et de Marc. En tout cas, je voulais dire d'Angelin, puisqu'il s'appelait comme ça. J'ai pas envie de faire de spoil non plus, donc je vais pas trop préciser. Et Mariam, parce que j'ai envie d'incarner la puissance féminine. Le fait que dans cette époque-là, les femmes sont très peu mises en avant, j'ai vraiment voulu en tout cas explorer ce personnage pour lui faire prendre conscience de son individualité, en tout cas de ses possibilités, le fait qu'elle se mette en avant et qu'elle se revendique féministe, etc. C'était une volonté de ma part de faire progresser le personnage d'un état plutôt passif, soumise, un peu résignée dans ce monde, machiste, si je peux appeler ça comme ça, de règne où vraiment les rois ont une prise de pouvoir assez considérable, jusqu'à une femme épanouie qui n'a pas forcément de croyances limitantes, qui va réaliser ses rêves selon, ses croyances à elle. Et ça, je vais le rajouter dans la deuxième partie. Donc cette vidéo, je dirais une capsule pour moi-même, pour me le rappeler, donc je le mettrai également en playlist consacré, à mes lectures, en tout cas à ce projet d'écriture, donc je vous conseille aussi de le voir, il y a plein de sujets intéressants.
J'ai une méthode un peu loufoque, ça ne marchera pas pour tout le monde, surtout ceux qui ont un esprit assez analytique et je dirais très professoral. C'est de d'écrire des mots, en tout cas qui nous viennent instantanément, de les mettre en page et vous allez remarquer qu'il y a certains mots qui peuvent s'accorder et qui peuvent créer un début de phrase et je trouve ça hyper marrant de le faire. Ça m'a fait, écho à un souvenir qu'on a eu au lycée, qui était une prof de français qui nous faisait, jouer des jeux de rôle où on essayait d'avoir un mot, ensuite on disait un autre et chacun cachait son propre mot. Ce qui faisait qu'à la fin, on avait vraiment des phrases qui ne voulaient rien dire, qui étaient un peu à la limite du lavage de cerveau, donc c'était quelque chose de très plaisant et on a vachement rigolé. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était très bizarre, mais encore une fois, vous voyez, il ne faut pas vous conformer aux règles. Ça se trouve que ce que je vais vous dire, ça va pas faire sens pour vous. C'est tout à fait normal parce que ça ne marche pas pour tout le monde. Peut-être que moi, je suis vraiment dans un esprit plutôt conventionnel, alors que vous serez un peu plus libre, même si moi, je me considère assez comme marginal, hein, un peu en dehors de la norme. J'ai fait un autre constat concernant les pensées arborescentes par rapport à deux modèles de pensée. Celui des modèles de pensée Yang, qui sont beaucoup plus structurés, séquentiels, et là, le raisonnement va être à la fois pragmatique, logique et va avoir un sens global plus déterminant par rapport au modèle de pensée yin, qui est comme avoir par rapport à un modèle cartographié. C'est-à-dire que le modèle yin va être purement intuitif, alors que le modèle yang va s'appuyer de faits concrets qui existent dans la matière. Un yin, c'est pour ça qu'on peut l'apparenter à quelqu'un qui a beaucoup de pensées, qui est beaucoup dans son imaginaire, dans le monde des rêves, tout simplement parce qu'il a accès à des outils un peu plus larges et un peu plus diversifiés. Mais néanmoins, ça va le mener en tout cas à prendre conscience qu'il a des défauts dans ce mode de pensée et ça va être la procrastination, ça va être le fait que comme il a beaucoup de pensées et qu'il n'arrive pas à les catégoriser, d'où le mode séquentiel des personnes yang, ça va lui demander un effort en plus par rapport au modèle typique de yang, mais en même temps le yang a une fermeture d'esprit qui va faire que lorsqu'il va être dans un mode de pensée, il aura du mal à déstructurer totalement son raisonnement parce qu'il va partir du principe que, en tant que Yang, il est hyper dans le contrôle, hyper dans la logique, une logique vraiment, je dirais, indéfendable, ce qui va faire que quand il va être dans une sorte d'incompréhension, il va se dire que c'est la faute des autres alors que c'est son propre modèle de pensée qui a à remettre totalement en question. Et pour les pensées arborescentes, c'est exactement la même chose. Et je tenais à faire un lien avec les personnalités évitantes concernant ces pensées arborescentes, parce que lorsque l'on est dans l'évitement, ces pensées arborescentes, elles vont être démultipliées. Et c'est exactement la même chose aussi pour l'autre sujet de la vidéo dont j'en avais parlé. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire un lien entre les deux, pour que ça soit un peu plus représentable et pour que la compréhension soit beaucoup plus globale. C'est-à-dire que la personne qui va éviter des situations, des champs de conscience, elle va pas le faire explicitement, mais inconsciemment. Ça va être un mécanisme qui va être vraiment ancré depuis l'enfance. Ce qui va faire que les vies vont être dans son champ de conscience beaucoup plus fragmenté, beaucoup plus incompréhensible qu'une personne qui est déjà dans la matière, donc yang. C'est pour ça que les pensées arborescentes, d'un point de vue yin, et surtout une personne qui va éviter les situations, éviter je sais pas, la vie, quelque chose de beaucoup plus concret, parce que ça va le déstabiliser dans son mode de raisonnement, parce qu'il a appris depuis toujours à s'évaluer selon son intuition, selon son imaginaire, donc il écoute beaucoup plus de choses subtiles que de choses véridiques et concrètes. Et donc l'enjeu pour une personne évitante ou yin, ça va être de se focaliser sur des événements à un point A jusqu'à un point B et pas forcément essayer de déterminer le point A jusqu'au point F et ensuite je vais repasser par le point Z pour finir. Donc le raisonnement est ultra compliqué, c'est complexe aussi à déterminer, mais je pense que c'est essentiel de le dire parce que les deux modes de fonctionnement sont très différents, ils ont à la fois leurs avantages et à la fois leurs inconvénients.
Dans tous les cas, ne vous découragez pas en tant qu'écrivain. C'est normal d'avoir le syndrome de la page blanche et le mieux que je peux conseiller, en tout cas pour vous, c'est de vous ménager votre santé physique, mentale. En plus, quand vous avez des périodes de stress comme aujourd'hui où j'attends avec impatience les résultats sur Parcoursup, je vous avouerai que j'ai du mal à me lancer dans l'écriture parce que j'ai cet événement qui me retient totalement l'esprit. Je devrais m'en débarrasser, mais je peux pas parce que mon système d'alerte est aux aguets. Donc, je vais essayer de me mettre à l'écriture, je vous dirai si j'ai réussi. Petit update, 2 heures plus tard, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai presque terminé 2 pages où je continue l'histoire, notamment le périple entre Bolov, Capri, Angelin et Marc lors de son enfance. J'ai bientôt terminé cette trame narrative qui va plutôt être centrée autour du passé de Marc, d'Angelin, de comprendre les circonstances, du pourquoi un tel est mort, je vais pas spoiler. Et ce que me réserve l'avenir va plutôt être tourné autour de Maisie, du futur et de la régence du royaume.